L'essence de toute œuvre qu'il décrit réside dans son ton général et la lumière, qui appartient à cette époque. Qu'est-ce qui distingue notre époque? L'artiste le ressent-il de manière intuitive ou bien j'y ai pensé avant, tout cela n'a pas d'importance. Le résultat important est ce que vous faites avec la lumière. Donc, notre époque se distingue par l'organisation de la lumière. C'est-à-dire, peut-être qu'une autre lumière apparaîtra dans 10 ou 20 ans, où il y aura des ténèbres éternelles, je ne le prends pas sur moi à raconter. Mais maintenant, la lumière qui vient de l'écran de l'ordinateur, du moniteur, de la manipulation, c'est-à-dire du monde médiatique, parce que nous, en plus de ce que nous voyons, le monde réel qui est éclairé à l'aide de milliers de centrales électriques. Et les ampoules sont complètement différentes de ce qu'elles étaient à l'époque. Chaque pièce est éclairée différemment, c'est-à-dire que cela dans notre conscience. De plus, les gens se déplacent à travers le monde, à travers la lumière, en avion. Ils volent vers l'endroit où il se repose en hiver, sa maison est sombre. Ils volent quelque part en Afrique, il y a de la lumière là-bas. Et donc, cette sensation que tout est éclairé en plus vient du monde médiatique, du monde de la presse, des photographies, viennent des photos qui ont été retouchées dans Photoshop où la lumière est accentuée. C'est-à-dire que ce sentiment d'un état d'illumination complètement différent. Et moi, puisque je représente dans mes œuvres comme des écrans qui brillent comme Dieu lui-même l'a commandé, faire en sorte qu'ils brillent, qu'ils s'illuminent, qu'ils scintillent. Et voilà en fait la réponse. Ça donne ce que ça donne. Il me semblait qu'elle devait être comme ça, résolue, c'est-à-dire par ce moyen simple mais en même temps complexe parce que il a fallu résoudre plusieurs tâches intermédiaires. Tout d'abord, pour que ces modules ont été combinés les uns aux autres, de sorte qu'il était possible de faire une image à partir de 2, de 3, de 10, de 20, dans ce cas, à partir de 145 modules. Et elle ne se désassemblerait pas en morceaux, en parties. Cette composition serait entière, énergique. Et en même temps, on pourrait, je l'affirme, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ensuite ces modules peuvent être mélangés et complètement reconstruits. Mais la lumière qui pénètre chaque tableau, en fait 50%. Du blanc et en plus enfoncé sous des couches de peinture. C'est ici. Cela répond à la question posée dans leur rave. C'était généralement à cause de Freud. Virginia Woolf, devant le Blue de Yellow. E.T. Moi j'ai fait quelques travaux qui a peur du robinet, qui a peur de peinture, et dans ce cas précis, ça s'appelle simplement Who is Afraid? Un à un. C'est-à-dire qui a peur. Un à un. Grâce à la rencontre avec le célèbre Hans Mayer, les toiles de Pusenkopf se sont retrouvées aux côtés des œuvres Boisa, Tangli, Paika de la galerie de Püsseldorf. Cela fait déjà 3 ans que Pusenkopf vit à Köln et ses tableaux défilent dans les meilleures salles d'exposition du monde. Aujourd'hui, la galerie la plus exigeante de Russie, la Petiakovka, a ouvert ses portes pour la première exposition personnelle de l'artiste dans son pays. En bloquant la fenêtre de la salle d'exposition avec un mur artificiel, l'artiste a en quelque sorte isolé le spectateur de la réalité. Les toiles sont en essence des citations du passé. En repensant les grands modèles de la culture européenne, Pusenkopf a préservé son individualité et les traditions de l'avant-garde russe, mais sans l'utopie qui lui est propre. Cela est souligné par la petite fenêtre, symbole de sortie d'un espace clos. Sa vision utopique, ce qui est souligné par la petite fenêtre, symbole de sortie d'un espace clos. Dans le travail, il me semble qu'il y a eu des endroits, ils sont suspendus. Dans le travail avec le langage, la manipulation, les citations, la manipulation,
qui repousse les traditions et une vision artistique puissante et à grande échelle. Pour dire un peu plus sur l'objet lui-même, il commence par une couche de peinture, une couche de citation liée aux intrigues elles-mêmes qui entrent dans les tableaux. Et ensuite, on commence simplement à avoir une totale tautologie. L'art tautiste, même à une époque récente, manque de désirabilité. Il est trop dépendant du commentaire. Ce que fait Jorusz Kuzenkov dans cette œuvre, et vous pouvez le comprendre maintenant, en voyant cette œuvre dans son ensemble, c'est son désir face à ce manque. C'est ce que Jorusz a su faire. Une œuvre qui se présente comme un geste conscient. On peut dire geste solennel, un geste presque pathétique. C'est tellement significatif et puissant, et donc dans cet espace, de son geste solennel et de la manipulation d'images d'autrui se déploie cela. Tout ce scintillement, ce mouvement qui constitue notre impression de cette installation. Les éléments qui constituent et influencent nos impressions de cette installation artistique sont nombreux. Ils incluent la disposition des objets, l'éclairage soigneusement choisi et les sons ambiants. Ces éléments créent une ambiance immersive et unique. Kuzenkov souligne que la femme ne peut pas être coupable. Kuzenkov n'a pas seulement cité le tableau de Newton, mais il a aussi extrait un carré du peintre russe Malevich, dont il a isolé le monochrome vert. Kuzenkov n'est pas. Son art est un jeu ouvert de citations. Il confronte depuis longtemps les couleurs et les chiffres que tout le monde connaît. Dans ces images, on trouve des icônes de l'histoire artificielle. Camp pour l'art. La citation est l'un des moyens les plus populaires, surtout pour les artistes anciens et pas seulement pour Kuzenkov. Le problème aurait pu être fatal. Au début, cela aurait détruit l'art. L'idée de l'art, c'est de travailler avec la citation. L'art doit s'arrêter au travail. Et nous devons considérer en profondeur comment nous devons traduire l'histoire de l'art, parce que le paraphrase considère l'art comme une création, et en détail. Vous avez raison, ils ont dit que les artistes utilisent très souvent des citations. Dans ce cas, ce que je fais en ce moment, je pense que j'ai réussi à franchir cette barrière de la citation, parce que, avant tout dans ce que vous voyez ici à l'exposition, le style de l'écran d'ordinateur de l'interface Combeka joue un rôle principal ici, c'est-à-dire formateur, un petit carré noir, un pixel, à partir duquel l'image à l'écran est composée. Et ce que je fais, c'est que je ramène dans notre réalité, depuis cette réalité virtuelle, les images et les tableaux qui y sont présents. Et, bien sûr, j'utilise le plus impressionnante, remarquable, connue, un peu cliché, mais seulement pour et fascinante. Montrer la présence dans notre monde. Ce flux infini d'images est comment l'homme interagit de manière continue et est lié à elle de manière complexe. L'art pop américain est vivant, dira toute personne ayant une connaissance minimale de l'histoire de l'art. Le citoyen qui visitera l'exposition de Kuzenkov se trompera. L'auteur des œuvres exposées pense qu'il a la même relation avec ce courant de la peinture qu'avec n'importe quel autre. Il y a à un certain moment une sorte de fin. Des recherches fondamentales classiques et maintenant de nouvelles formations apparaissent grâce à des combinaisons de certaines formes précédentes. Le clopart américain était dans
les années 60 maintenant dans les années 90, et je ne peux dire qu'une seule chose, que à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'est en aucun cas possible d'écrire un tel tableau. C'est précisément parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et c'est tout simplement un moment décisif. C'est-à-dire que j'ai intégré dans le contenu de mes toiles la stylistique de l'interface de l'ordinateur qui vient juste d'apparaître, et je suis déjà un pionnier. De plus en plus petite, bloquante, des murs carrés virtuels qui se présentent sous forme de ventilation, et le carré noir, y compris dans leur forme habituelle, sont la réalité du présent, ou comme on dit, d'une inquiétude incroyable et immatérielle. Mais quand Senkov dessine des pixels avec des pinceaux de Farmbook, il retourne à un degré évolutif, à l'élément le plus minime de sa malaria synclimatique, en utilisant des techniques innovantes et des approches artistiques uniques pour capturer l'essence de chaque pixel. Disons que les pixels ne sont pas un problème philosophique de l'existence humaine dans un nouvel environnement technologique. Et comment cela est lié à la créativité de l'artiste, Le tournant est lié avec l'utilisation de tous ces nouveaux appareils. Eh bien, sûr, je suis plus intéressé, mais une approche qui permet de souligner l'aspect humain, c'est-à-dire UN. Un tel mouvement qui permet de souligner l'aspect humain, c'est-à-dire composante associée à l'unicité du geste artistique, c'est-à-dire à ce que seule une personne, seul un artiste peut faire, y compris ces erreurs, ces violations qui accompagnaient le geste artistique, c'est-à-dire quelques gouttes, peinture, ou éclats de peinture, ou ces irrégularités de la surface qui apparaissent lors de la création d'un relief coloré. Et en ce sens, je ne suis absolument pas intéressé par ces impressions numériques, parce qu'elles n'ont rien à voir avec la création artistique. C'est une réalisation des technologues qui créent tout un nouveau génération d'imprimantes. Et il n'y a rien d'autre d'intéressant là-bas. Et ce qui m'intéresse, c'est en fait comment transformer et traduire ce monde virtuel dans notre monde réel et en créer, disons, des sculptures tangibles, des sculptures tridimensionnelles. Et donc mes tableaux. Ils ne sont que des rappels d'écran d'ordinateur. Mais si on les contempler de près, c'est-à-dire dans une salle d'exposition ou dans un atelier, il est tout à fait évident que c'est fait sous la forme de tableaux classiques. La Mona Lisa, on peut tout à fait l'appeler un terrain d'expérimentation. Les idées créatives, les plus diverses. En fait, pour moi, le projet Mona Lisa était plutôt un projet, pas sur la Mona Lisa. Et dans ce projet Mona Lisa, c'était un outil, comme pourrait l'être, en fait, un carré noir. C'est pourquoi je dis parfois que la Mona Lisa, pour moi, c'est un carré noir avec un sourire. C'est la seule une peinture figurative qui est absolument abstraite et absorbe toutes les peintures existant sur Terre. J'avais envie, avec l'aide de ce fil rouge, dont le tableau est devenu, de contourner toute la planète et de montrer la réalité que nous ne pouvons pas voir en un instant, la montrer dans l'incomparabilité.
Et après cela, il ne restait en fait qu'un seul pas avant l'idée, que la Mona Lisa, après avoir fait un voyage autour du globe, elle doit aussi s'envoler dans l'espace. Et soudain, mon ami, Mark Sheps, le curateur du projet Mona Lisa en Russie, nous avons organisé cette exposition à la galerie Tretiakov. Il annonce joyeusement. Tu sais que cela fait justement 500 ans depuis la naissance de la Mona Lisa. E.T. Cela a été le déclencheur, pour que ce projet puisse se poursuivre d'une certaine manière. J'ai eu l'idée d'une tour, ressemblant à une station spatiale. Et c'est à ce moment précis que m'est venue l'idée que le voyage de la Mona Lisa doit absolument se terminera dans l'espace. Eh bien sûr, après cela, il y a eu certaines difficultés techniques, comme la rédaction de lettres, le fait de se rendre dans les bureaux, les négociations avec les agences spatiales. Mais finalement, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à surmonter ces difficultés. Et la Mona Lisa a été lancée avec succès. Le 15 avril, c'était donc une coïncidence parfaite avec l'anniversaire. Léonard de Vinci avec Roberto Vittori, astronaute italien, a été lancé dans l'espace sur une fusée russe. On ne peut tout simplement pas imaginer un meilleur espace d'exposition que l'espace, parce que, comme on le sait, l'espace d'exposition absolu, c'est l'espace du cube blanc, le White Cube. Totalement dépouillé de la présence, de la réalité, l'espace où l'objet artistique est placé. À peu près la même chose se représente pour nous et l'espace, parce que nous n'y avons jamais été, nous n'y sommes pas et nous nous imaginons vers l'espace cosmique. Mais si un objet artistique y est placé, alors c'est la meilleure salle d'exposition. Donc quand la Mona Lisa a été lancée, avec l'aide des astronautes, vers la station spatiale, c'est là qu'est apparu le premier espace d'exposition. Je dirais que dans l'histoire de l'humanité, c'est une salle d'exposition, parce que c'était la première fois qu'une véritable peinture était exposée à la station spatiale. Tout simplement de dimensions gigantesques, 70 sur 70 cm, acrylique sur toile. Ça n'avait jamais été fait à la station. Et Sergei Krikalev, le capitaine du vaisseau, a emporté avec lui une toute petite nanomona Lisa qui a été réalisée grâce aux nanotechnologies. Ah, il l'a aussi emportée dans l'espace. Elle est toujours là, à bord de la station spatiale, environ 3 sur 5 mm, sur lequel est dessinée une image comme ça. Les tableaux de la Mona Lisa, la particularité de cette peinture est qu'elle est réalisée avec des pixels séparés. C'est pourquoi il est devenu possible de l'appliquer sur des microcristaux, où chaque pixel représente un atome. Sur chacun d'eux, on peut dessiner jusqu'à 6 milliards de ces tableaux. C'est-à-dire qu'en principe, on pourrait représenter toute la population mondiale sur cette petite surface. Pour se faire une idée de ce qu'est la nanodimension, on peut utiliser cet exemple. La distance entre la Terre et la station spatiale est de 500 km. La même distance, 500 km. Environ de Cologne à Bâle, ou un peu moins de Saint-Pétersbourg à Moscou. Et voilà. Vous pouvez imaginer que nos mains s'étendent si loin que elles deviennent si longues qu'elles se retrouvent à la station spatiale. Voilà une telle éloignement, une telle réduction. Cela signifie l'échelle nano, et maintenant vous pouvez imaginer la chose suivante. Voir ce qui se passe là-bas. Impossible. E.T. C'est pourquoi il me semblait très intéressant d'envoyer la Joconde là-bas, en liant
disons, les réalisations que l'homme a faites il y a 500 ans, les temps de la Renaissance, en les liant aux réalisations qui sont maintenant accessibles à l'homme. Et puis j'en avais besoin pour faire un pas en avant, gagner en force, courage. C'est pourquoi on l'appelle aussi le projet. Who is afraid et faire quelque chose de complètement différent. Eh bien, d'un autre côté, faire quelque chose de complètement différent était facile parce que je faisais des choses abstraites tout au long de ma vie. Et en fait, c'est la base de ce que je fais dans l'art. L'incarnation, toutes ces idées qui sont alors apparues, les transférer dans l'espace virtuel et ce qui s'y passe, le transférer dans l'espace réel, c'est-à-dire ce qui se passe derrière l'écran du moniteur. Et en fait, je voulais en faire des sculptures réelles en 3 dimensions, c'est-à-dire comme si une personne plongeait derrière l'écran et se retrouvait dans le monde. Ces figures qui, en fait, n'existent pas, elles n'existent que dans le cerveau de l'ordinateur, dans le monde de ses représentations, et l'homme contrôle cela, crée, imagine, déplace. Cette performance contient également un autre sens éternel de la relation entre l'artiste et le modèle. Une signification éternelle de la relation. L'artiste et le modèle. C'est... Dans ce cas, l'artiste a créé une peinture. Cette image n'a pas encore émergé, mais les muses, qui sont les modèles, sont devenues les instruments de l'artiste. C'est-à-dire que si Yves Klein appelait ses modèles des pinceaux vivants, je pourrais dire qu'ils sont des gommes vivantes. Dans ce slogan qui est le titre de l'exposition Who is Afraid, il n'y a ni point d'interrogation ni point d'exclamation. C'est-à-dire que cette question s'adresse avant tout au spectateur qui doit lui-même comprendre et décider qui a peur, de quoi il a peur et s'il a lui-même peur de quelque chose. Et dans ce cas, le processus d'effacement est tout de même un processus positif parce qu'après tout,
de l'effacer, quelque chose de nouveau émerge à nouveau. Et Cela signifie qu'il ne faut pas avoir peur.